Quand les banques vont mal, qu'elles risquent la faillite, les États interviennent à coups de centaines de milliards. Mais n'oublions pas que l'argent de l'État, c'est celui des contribuables, c'est-à-dire le nôtre. Bien sûr, il faut sauver les banques, car protéger les dépôts à vue et l'épargne des citoyens est une nécessité absolue. Sinon, la crise deviendrait un véritable cataclysme. À l'avenir, pour limiter les risques de récidive, on doit pourtant se poser la question: comment en est-on arrivé là? Aux États-Unis, on évoquait non sans humour le principe bancaire du 3-6-3. Emprunter à 3%, prêter à 6% et partir jouer au golf à 3 heures. Le risque était d'autant plus limité que la loi Glass-Steagall de 1933, votée dans le cadre du New Deal, interdisait aux banques d'investir en bourse. Vous avez bien entendu, interdisait aux banques d'investir en bourse. Mais depuis les années 80 et l'adhésion des grands États aux thèses ultralibérales, tout est devenu permis jusqu'à l'absurde. Dès lors, la déréglementation s'impose, la loi Glass-Steagall est allègrement abolie, le profit à tout prix devient la règle. Les banques empruntent pour spéculer, elles n'ont même plus besoin des dépôts de leurs clients. Certaines prêtent jusqu'à 30 fois le montant des dépôts qu'elles détiennent. C'est la fuite en avant. Au nom de toujours plus de profit, les banques et les compagnies d'assurance deviennent d'une fragilité extrême dont personne ne se doute, camouflée par des profits fabuleux. Mais la crise est venue ruiner le système. Qui avait partagé les profits? Les actionnaires. Qui doit payer les pertes? Les États, c'est-à-dire les contribuables, c'est-à-dire vous et moi. Mais ne nous y trompons pas, dans quelques années l'économie repartira, la crise sera un vieux souvenir, et si rien n'est fait, tout redeviendra comme avant. Les salaires des dirigeants et la lutte, déjà d'ailleurs quelque peu compromise contre les paradis fiscaux qui gangrènent l'économie mondiale, ne sont en fait que des rideaux de fumée qui cachent la vraie question: qui doit contrôler le fonctionnement de l'économie? La réponse est logique: les gens concernés, tous les gens concernés. Donc non seulement ceux qui fournissent le capital, mais aussi les salariés qui fournissent le travail, les clients qui achètent et font vivre l'entreprise, et pourquoi pas l'État qui doit veiller à l'intérêt général et au bien commun. Dès lors, plusieurs pistes sont ouvertes. Pourquoi ne pas réfléchir à une réforme de la bourse qui décourage la spéculation et lui rende sa vraie fonction, qui est simplement de mettre en relation des épargnants qui disposent d'un peu de moyens et des entreprises qui ont besoin de capitaux pour se développer? Pourquoi ne pas développer davantage les coopératives et les mutuelles, qui passent parfois pour des modèles de société désuets, alors que ce sont peut-être les formes sociales qui garantissent le meilleur équilibre entre capital, travail et client? Pourquoi cette conception exagérément revendicative du syndicalisme, alors que des instances représentatives des salariés pourraient participer de manière beaucoup plus active aux décisions stratégiques et de gestion dans le cadre d'une participation considérée au vrai sens du terme? Pourquoi l'État n'entrerait-il pas plus couramment au capital des entreprises, même quand ça va bien, pour veiller à ce qu'un jour ça n'aille pas trop mal? Ne retrouve-t-on pas là quelques idées-forces de la démocratie sociale, défendues par le général de Gaulle à la Libération et portées par le Conseil national de la Résistance, puis la démocratie chrétienne européenne? Ne serait-il pas bon de temps en temps de revisiter l'histoire pour en retirer les meilleures idées et les expériences les plus probantes, pour redynamiser l'idée d'une économie sociale de marché?